Bonjour et merci de cette invitation à intervenir au SIA Pro. Et on parle d'un monde en mouvement. Merci de donner la parole au monde scientifique qui fait avancer les connaissances, des connaissances utiles pour éclairer les transformations et notamment au regard des enjeux du changement climatique. Cette figure, c'est une des figures du rapport de synthèse du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, publié il y a à peu près un an. Et il montre le réchauffement à ce jour, une année, une barre de couleur. Il montre les évolutions futures possibles. Et bonne nouvelle, grâce à l'action pour le climat qui monte en puissance, les scénarios de très fortes émissions de gaz à effet de serre sont aujourd'hui moins plausibles. Sur la base des politiques publiques, du rythme d'action qui est actuellement en place, des implications de la COP28, on pourrait avoir une stabilisation, une légère diminution des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. À horizon d'une décennie, on serait plutôt sur la trajectoire intermédiaire du milieu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un niveau de réchauffement planétaire et toutes ses conséquences qui continue à s'intensifier. Un niveau de réchauffement planétaire d'1,5 degré dépassé la prochaine décennie, 2 degrés autour de 2050 et près de 3 degrés en fin de siècle. C'est des transformations subies, et notamment pour les activités agricoles, le système alimentaire qui est en première ligne par rapport à de multiples conséquences de ce climat qui se réchauffe. Mais on peut aussi choisir de construire des transformations en s'appuyant sur ces connaissances, de sorte à anticiper, et on peut aussi réduire massivement les rejets de gaz à effet de serre, stocker davantage de carbone dans les sols, et pour cela, la gestion des terres, les activités agricoles jouent un rôle fondamental. Et c'est un enjeu d'une génération à l'autre, d'une génération d'exploitants à l'autre également. Donc l'action pour le climat dans le monde monte en puissance, mais lentement. Et les émissions de gaz à effet de serre dans le monde continuent à augmenter. Qu'est-ce qui pèse le plus? Vous le voyez très bien, c'est le secteur des énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz. Et la production alimentaire, à toutes ces étapes, elle est aussi très dépendante des énergies fossiles, vulnérables par rapport à la volatilité de leurs coûts. Bonne nouvelle, sur les émissions de CO2 liées aux énergies fossiles, on a un ralentissement de la hausse, mais qui se poursuit. On n'a pas encore atteint un pic et une baisse franche. Et le dioxyde de carbone, il a un effet cumulatif. Si on veut réussir à limiter le réchauffement, condition clé, arriver à réduire massivement les rejets de CO2 et atteindre des émissions de CO2 à zéro net. Et pour cela, le secteur utilisation des terres agriculture joue un rôle clé. Le système alimentaire représente environ un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre, tout gaz à effet de serre confondu. Plus de la moitié des émissions de méthane, plus de 80% des émissions d'oxyde nitreux. Limiter le réchauffement, c'est aussi limiter les émissions des autres gaz. Sans un engagement fort de l'ensemble du système alimentaire, ce ne sera pas possible. Et puis les terres, par leur réaction naturelle à un climat plus chaud, à plus de CO2 dans l'atmosphère, stockent quasiment 31% de nos émissions de CO2. Mais dans un climat plus chaud et plus sec, ce puits de carbone naturel sera affaibli, perdra en efficacité. Limiter le réchauffement, c'est aussi pouvoir s'appuyer le plus possible sur la photosynthèse, la capacité de la végétation et des sols à stocker du carbone. Moi, je suis paléoclimatologue. Mon métier, c'est caractériser et comprendre les variations passées du climat. Et pour ça, j'utilise notamment les informations que l'on tire des carottages en Antarctique sur plus de 800 000 ans. Vous avez là l'histoire géologique de la Terre, sa concentration en gaz à effet de serre, dioxyde de carbone, la température à sa surface, qui est un indicateur clé de l'état du climat, sur 65 millions d'années, le dernier million d'années, les derniers 2000 ans. Et quand on est paléoclimatologue, la première chose que l'on voit, c'est la rupture due aux activités humaines depuis la révolution industrielle. Le niveau actuel de CO2 dans l'atmosphère est inédit depuis 3 à 14 millions d'années. Le réchauffement actuel, qui atteint 1,2 degré, on va le voir, c'est une rupture en ampleur et en vitesse sur plus de 2000 ans. Même chose pour le recul généralisé des glaciers, le recul de la banquise arctique ou la montée du niveau de la mer. Rupture. Donc, en rajoutant des gaz à effet de serre, on piège de la chaleur. Cette chaleur s'accumule
Et puis, depuis quelques décennies, pour améliorer la santé publique et la qualité de l'air, on réduit les émissions de particules polluantes. Et celles-ci, elles ont un effet parasol. Elles renvoient une partie du rayonnement solaire vers l'espace. Sur les derniers 20 ans, toujours plus de gaz à effet de serre, toujours plus de chaleur accumulée, moins de particules de pollution en Chine, en Europe, en Amérique du Nord, moins d'effets parasol, ça joue dans le même sens. Et on parlait d'un monde en mouvement. Comme climatologue, la première chose que l'on voit, c'est un rythme de réchauffement qui s'intensifie et qui est plus prononcé au niveau planétaire sur les derniers 10 ans que les décennies précédentes. C'est aussi un réchauffement qui ne s'explique que par l'influence humaine sur le climat, même s'il est modulé, vous le savez très bien, d'une année à l'autre, par les facteurs naturels qui agissent également sur le climat, mais qui ne sont que des modulateurs. Et enfin, c'est un réchauffement qui est plus prononcé au-dessus des continents. Pour 1,2 degré de plus au niveau planétaire, c'est déjà 1,9 degré de plus en France. Et c'est notamment amplifié parce que lorsqu'on a des sols plus secs, ils ne peuvent plus évaporer et transpirer, et il y a surchauffe au-dessus des continents. Donc nos émissions de gaz à effet de serre, elles piègent de la chaleur, le climat y réagit, amplifie ce réchauffement, et on observe des changements partout dans l'atmosphère, l'océan, tout ce qui est enneigé et englacé qui recule. C'est spectaculaire dans les Alpes. Sur ces dernières années, les glaciers des Alpes ont perdu en 2 ans 10% du volume qui leur reste. Et c'est spectaculaire au-dessus des terres émergées, et cela affecte le vivant. Je suis paléoclimatologue, j'aime les données historiques, les indicateurs de l'histoire du climat. Un des meilleurs indicateurs que l'on a, c'est par exemple les dates des vendanges en Bourgogne, qui ont fait leur entrée dans les derniers rapports du GIEC, comme l'un des témoins des changements de la phénologie du vivant. Des hivers plus doux, c'est aussi un démarrage plus précoce de la végétation, une exposition au gel tardif. On le voit cette année, des dommages considérables en 2021 en France. C'est un déplacement des zones agroclimatiques. Et on commence seulement à voir les conséquences qui vont se dérouler à long terme, à l'échelle de siècles et de milliers d'années, de la montée du niveau de la mer, qui est une conséquence de l'océan qui se réchauffe et des glaciers qui fondent. Le réchauffement qui est dû aux activités humaines, il affecte le climat moyen dans chaque région, mais il dope aussi un certain nombre d'événements météorologiques et climatiques extrêmes. Conséquences directes, en mer comme à terre, une intensification des extrêmes chauds dans toutes les régions qui apparaissent comme des hexagones, y compris en Europe de l'Ouest et autour de la Méditerranée, mais aussi dans les petites îles. Deuxième conséquence, une atmosphère plus chaude qui augmente l'évaporation, la transpiration des sols et qui transforme une banale période de manque de pluie en sécheresse agricole plus grave, ce qui touche à l'humidité des sols, notamment en Europe de l'Ouest et autour de la Méditerranée. Et puis enfin, un climat plus chaud, c'est une atmosphère qui peut contenir 7% de vapeur d'eau en plus par degré de réchauffement. Et donc la même tempête qu'il y a une cinquantaine d'années aujourd'hui, elle peut se bourrer davantage de vapeur d'eau et donner lieu à des records de pluie plus importants, et c'est ce que l'on observe. Et en France, l'ensemble de ces facteurs, sur les dernières années, ont conduit à des impacts qui s'intensifient comme dans toutes les régions du monde. Par exemple, le stress thermique pour les cultures ou les animaux d'élevage, leur surmortalité, la santé humaine également, les performances de production. Pour les sécheresses, ça va toucher aussi au rendement de la production de fourrage, au surcoût pour l'alimentation du bétail, les ressources en eau renouvelable, l'interruption de l'irrigation en 2022 qui a concerné de nombreux départements. Et puis les pluies extrêmes entraînent des dommages considérables pour les sols, mais aussi les pertes de récoltes, de matériel, les pertes économiques. Dans le monde, on observe une généralisation d'impacts et de pertes et de dommages, notamment sur la sécurité d'approvisionnement en eau. Cela sape les progrès agronomiques et freine en fait l'amélioration des rendements pour les cultures ou pour l'élevage. Ça affecte la santé, le bien-être, notamment par les pluies extrêmes et les inondations, les villes et les infrastructures, y compris par une proportion plus élevée des cyclones tropicaux les plus intenses. Et puis cela affecte le vivant de multiples manières. La moitié des espèces étudiées sur Terre et en mer se déplacent. On observe des mortalités de masse dans l'océan comme au-dessus des continents. C'est le cas pour, par exemple, les forêts en France. Le changement climatique freine l'accroissement des forêts et on a perdu la moitié du potentiel de puits de carbone
Aujourd'hui, l'accroissement des forêts en France ne capte plus que 4% des émissions de CO2, c'était 7% il y a une dizaine d'années. Et c'est pour illustrer qu'on perd aussi les services majeurs que nous rendent des écosystèmes lorsqu'ils se dégradent. J'ai ajouté des insectes, notamment parce que des hivers plus doux permettent l'installation de nouveaux vecteurs de maladies, notamment le moucheron dans le sud de la France, qui propage la fièvre épizootique hémorragique. Et cela illustre les effets complexes où ce type de conséquences d'un climat qui se réchauffe et d'autres facteurs peut saper complètement la trésorerie d'éleveurs en augmentant les coûts vétérinaires. Donc à retenir, ce que l'on observe, c'est l'effet de facteurs climatiques générateurs d'impact. On en a identifié 33. Le GIEC a un atlas interactif qui permet de naviguer en fonction de l'horizon temporel, des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre, de la région du monde, dans les caractéristiques de ces facteurs générateurs d'impact qui s'intensifient à mesure de chaque incrément de réchauffement supplémentaire. Donc, ces risques à venir dépendent du niveau de réchauffement planétaire à venir. C'est la même figure que je vous montrais tout à l'heure avec le code barre qui allait du bleu au rouge, mais simplement c'est l'évolution projetée, moyenne, la meilleure estimation, du niveau de réchauffement planétaire en fonction de différentes trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre. Plus le niveau de réchauffement monte, plus le climat moyen et un ensemble d'événements extrêmes changent dans chaque région. Plus cela va affecter l'intensification du cycle de l'eau, contrastée selon les régions, et une intensification de sa variabilité, plus de saisons, d'événements très humides et très secs. Des défis majeurs pour la gestion de l'eau, des défis majeurs pour le monde agricole. En Europe, on projette, sur les prochaines décennies, pour un scénario intermédiaire, un déplacement des zones agroclimatiques d'environ 100 km par décennie. C'est considérable. Pour les événements extrêmes, on s'attend, par exemple les extrêmes chauds, les pluies intenses ou les sécheresses agricoles, à une augmentation de leur fréquence, de leur intensité, des combinaisons nouvelles d'événements ou des événements inédits dans de nouvelles régions. Un de mes collègues, par exemple, a travaillé sur la vague de chaleur de 2003. Vous savez qu'il y a eu des dommages considérables pour les rendements de culture. Un tel événement, un blocage atmosphérique, puis une arrivée d'air depuis les régions méditerranéennes pendant 15 jours au mois d'août, dans le climat d'aujourd'hui, c'est-à-dire 20 ans après, pourrait atteindre 4 degrés de plus. On a besoin de ces connaissances. On a besoin d'identifier dans votre secteur quelles sont les caractéristiques du climat qui sont source d'impact, de les explorer en fonction du niveau de réchauffement à venir pour anticiper en termes de gestion de risque, en termes d'adaptation. Et si l'on regarde pour la France, c'est la même chose, une année, une barre, 3 scénarios contrastés d'évolution future dans le monde, au milieu, un réchauffement dans le monde intermédiaire, c'est 4 degrés en France en fin de siècle. Ça veut dire que l'année 2022, qui était en France l'année la plus chaude enregistrée, ce type de record va se représenter de plus en plus fréquemment à mesure du niveau de réchauffement planétaire. Et autour de 2050-2060, une année comme 2022, ce serait la plage d'une année moyenne. L'enjeu, c'est se préparer à ce que seront les records et les nouveaux événements inédits des prochaines décennies. C'est pour ça qu'on parle d'adaptation non pas réactive, quand on est touché par un événement extrême pour reconstruire, mais d'anticiper et de faire évoluer l'ensemble des pratiques de sorte à se préparer à ces conditions nouvelles à venir. En Europe, on a identifié 4 risques clés liés au niveau de réchauffement planétaire. Les extrêmes chauds, leur effet pour la santé, les écosystèmes, les rendements agricoles. Les sécheresses et leurs conséquences multiples, y compris pour les rendements agricoles. Et puis, un ensemble de risques d'inondation par pluie extrême et ruissellement, débordement de cours d'eau, on a vu cette année des impacts considérables dans le nord de la France, et puis la montée du niveau de la mer qui graduellement va aussi affecter l'ensemble des littoraux. Dans le monde, les risques de menaces pour la sécurité alimentaire augmentent également avec le niveau de réchauffement planétaire, mais aussi les choix socio-économiques. L'augmentation des inégalités exacerbe l'insécurité alimentaire, les freins au commerce mondial aussi, de même que la capacité d'adaptation, notamment des agriculteurs, peut au contraire l'exacerber ou la diminuer. Et donc ce qui est identifié en termes d'enjeux d'adaptation, ce sont les services climatiques, coproduire les informations
qui vous seront utiles pour agir. Les systèmes d'alerte précoce, la gestion d'incendies, des événements composites, les conditions propices aux incendies qui augmentent fortement, la mutualisation de risques pour permettre de repartir lorsqu'on est affecté, mais aussi un ensemble d'options d'adaptation qui ont chacune un potentiel et des limites. L'irrigation de résilience, le couvert végétal, les changements de pratiques d'espèces élevées, cultivées, la diversification des activités et toutes les pratiques d'agroécologie, d'agroforesterie qui permettent de s'appuyer sur les services écosystémiques et de renforcer la résilience des productions. Et ce que souligne l'évaluation scientifique, c'est de ne pas penser à court terme et de tenir compte des risques de maladaptation. Certaines actions que l'on met en place aujourd'hui peuvent entraîner des rebonds de vulnérabilité quand les limites des dispositifs sont atteints. Plus, par exemple, on a une agriculture dépendante de l'irrigation, plus en cas de sécheresse importante hiver puis été, le risque d'impact est considérable. Cela aussi peut entraîner des effets indésirables ailleurs. Et puis, une maladaptation, c'est aussi lorsqu'une action pour limiter les risques pour un secteur donné à un moment donné peut entraîner une détérioration environnementale, par exemple pour la qualité des sols, ou bien entraîner des émissions de gaz à effet de serre. On voit bien qu'en fait, chacune des options aura des limites. La quantité d'eau disponible, mais aussi la quantité de biomasse disponible dans un climat qui se réchauffe. Donc même si l'adaptation elle est indispensable, on a besoin de la rendre plus transformatrice parce qu'elle n'avance pas assez vite en Europe comme ailleurs. Limiter le niveau de réchauffement sera essentiel pour limiter les risques et pouvoir s'appuyer sur un maximum d'options d'adaptation. Si l'on voulait contenir le niveau de réchauffement planétaire largement sous 2 degrés, l'objectif de l'accord de Paris sur le climat, à l'angle de risques graves pour la sécurité en eau, la sécurité alimentaire, la préservation de la biodiversité et des écosystèmes, la sécurité des lieux de vie, alors en fait il faudrait fortement réduire le plus vite possible les émissions mondiales de gaz à effet de serre. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des solutions dans tous les secteurs d'activité qui pourraient permettre, s'ils étaient mis en œuvre, de diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre cette décennie. Il y a un volet d'innovation technologique et technique, un volet de maîtrise de la demande, efficacité et sobriété, et puis les solutions fondées sur la nature pour améliorer le stockage de carbone, notamment dans les sols. Et le secteur agriculture, forêt, usage des terres, dans le monde, joue un rôle clé. S'il n'y a pas des transformations de ce secteur, il sera impossible d'atteindre des émissions de CO2 à zéro net et de parvenir à limiter le niveau de réchauffement planétaire. À horizon 2050, c'est environ 20 à 30% du potentiel de réduction d'émissions et d'augmentation du stockage de carbone. Mais l'évaluation montre aussi les obstacles. Et parmi les obstacles figure le manque de soutien institutionnel et financier. C'est ce secteur qui est le moins financé dans le monde pour porter ces transformations, avec des besoins estimés de l'ordre de 400 milliards de dollars par an d'ici à 2050. D'un point de vue purement scientifique, on a aussi besoin de faire avancer les connaissances, notamment sur les impacts d'un climat qui va continuer à changer, sur le potentiel d'émissions évitées, de stockage de carbone dans le secteur des terres, et puis l'amélioration de tous les outils de suivi dans la durée pour la transparence, la crédibilité des options qui sont déployées sur le terrain. Dans le secteur alimentaire, finalement, c'est un des enjeux où on peut intégrer, d'une part, une adaptation plus transformatrice, d'autre part, un ensemble de leviers d'action pour améliorer le stockage de carbone dans les sols, réduire les émissions. Le potentiel est là pour pouvoir engager des transformations à court terme. Et il y a un ensemble de co-bénéfices, notamment pour stabiliser la production, pour stabiliser les revenus, en déployant intelligemment ces approches, y compris pour préserver la biodiversité et les services écosystémiques qui forment le socle sur lequel s'appuie la production alimentaire. Merci de votre attention.